Et on découvre qu'en fait, on est les premiers à manger. Et que eux, qui sont 10 dans la famille, là, derrière, ils vont manger ce que nous, on va laisser. C'est quoi cette façon d'accueillir, quoi? Pourquoi est-ce que je vis ça, en fait? Cet art-là, de la peinture, c'était le seul qui pouvait convenir à ce que j'avais à exprimer à ce moment-là. Je m'appelle Chris Cale, j'ai 60 ans et je suis artiste. Salut Bénédicte, ça va? Bienvenue. Mon enfance, c'est 12 ans en Bretagne, parce qu'après on a déménagé. C'est une enfance voyageuse, c'est-à-dire que très vite, l'été, on va 1 mois de vacances au bord de la mer, et puis 3 semaines où on prend la caravane, et on est 4 gamins, les 2 parents, les 4 gamins, et on part visiter un pays d'Europe. Et puis c'est la découverte justement de l'art, et de tout ce qui fait aussi la culture, l'autre culture, la culture des autres, dans d'autres régions, dans d'autres pays, d'autres langues. C'est une enfance très riche en fait, très aimante aussi, parce que mes parents sont adorables, enfin ils sont des gens qui nous accompagnent dans ce qu'on fait, et puis qui nous suivent. Comme beaucoup de gens, j'aime pas l'école parce qu'elle n'est pas adaptée du tout à ma façon de fonctionner, mais ça je le découvre plus tard. Quand j'annonce que je veux être photographe, c'est pas un métier. Et encore moins pour une fille, parce que je dis que je veux être photographe reporter en fait. C'est-à-dire qu'ils m'ont tellement fait bouger que moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller découvrir le monde et prendre des photos de ce que j'ai vu. On m'amène voir un photographe et le photographe il me dit non c'est compliqué, c'est difficile d'en vivre. Donc j'accepte en fait de me dire que je ne serai peut-être pas photographe, mais de toute façon ça me reviendra quoi. Je commence par faire un BTS en économie sociale et familiale, qui normalement devrait m'amener à être conseillère dans des centres sociaux. Et je commence par faire prof en fait, pour des BEP, pour des CAP, des gens qui apprennent à faire un métier et à s'occuper des autres. Quand j'arrive à Paris après et que je bosse à Auchan, 3 ans et demi, j'ai dû faire 15 formations. Et là, je découvre que la formation professionnelle, c'est un truc qui me parle, quoi. Et puis à un moment donné, je me décide à faire une formation de formateur. Je deviens formatrice dans des centres de formation pour des gens qui vont aller travailler dans les supermarchés. Et puis au bout d'un moment, j'ai envie d'être à mon compte. Je commence à créer des formations et je deviens consultante indépendante à ce moment-là. Je fais ça une dizaine d'années. C'est là que j'arrive à 40 et quelques années, donc avec mon niveau Bac+2 en fait, et mon expérience professionnelle, on m'autorise en fait à intégrer un master en stratégie et ingénierie de la formation pour adultes. Je passe ce master avec succès. C'est une de mes grandes fiertés d'ailleurs, parce que comme j'aime pas l'école, je suis pas universitaire non plus. En ayant eu ce diplôme finalement, je me dis que j'ai toute logique à arrêter de travailler dans ce domaine-là et à partir voyager. Alors, le premier tour du monde que je le fais avec ma compagne de l'époque. On commence par un pays qui n'est pas trop compliqué, qui est la Thaïlande. Après, on passe en Chine. Et après, on part en Polynésie française. Et on finit par le Chili et l'Argentine. Voilà. Et donc ça, c'est 6 mois de voyage. C'est une façon de voyager qui est plus touristique, en fait. Alors que le deuxième, que je fais 5 ans plus tard, je le fais seul mais accompagné, c'est-à-dire que c'est un projet que je propose à 11 écoles, de la maternelle à la terminale, qui vont suivre en fait ce tour du monde, qui vient poser une question.
C'est pourquoi j'apprends et à quoi ça sert. Je pars pendant 1 an, je traverse le Canada, je descends aux États-Unis, je vais passer au Mexique, au Costa Rica, après je pars en Nouvelle-Zélande, puis je remonte en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, au Vietnam, pour finir en Afrique du Sud et au Kenya. Et là, pendant tout ce temps-là, je fais des photos, j'envoie 1 photo par jour sur Facebook pour que les élèves découvrent 1 photo par jour. Et tous les 4-5 jours à peu près, j'écris un article sur les rencontres que je fais, sur le pays, sur et ben voilà, comment est-ce qu'on peut répondre à cette question, pourquoi j'apprends, à quoi ça sert, et dans les pays dans lesquels je passe, qu'est-ce qu'on apprend en fait. À un moment donné, ou quand j'arrive aux États-Unis, donc je suis du côté de l'Ouest, je suis en Californie, et là je retrouve quelqu'un qui faisait du hockey sur gazon avec moi quand on était jeune, en équipe de France, et en fait, cette femme, elle s'est mariée avec un Français, et leur premier enfant, en fait, vient d'intégrer Stanford. Les pays anglo-saxons, ils travaillent beaucoup sur le savoir-être. C'est-à-dire qu'on essaye d'abord de découvrir qui tu es, comment tu fonctionnes, pour venir, en fait, te proposer d'apprendre des choses qui, naturellement, vont te permettre de t'épanouir et de développer des compétences. Alors, il y a les maths et les sciences, c'est obligatoire, mais pour le reste, c'est toi qui vas choisir. Et là, en fait, donc Clémence, si elle est acceptée à Stanford, c'est d'abord parce que c'est une excellente joueuse de hockey sur gazon. La deuxième raison pour laquelle elle est intégrée, c'est parce qu'elle a une capacité relationnelle avec l'adulte. C'est-à-dire qu'elle a déjà une maturité qui lui permet d'avoir une conversation avec l'adulte, qui est une conversation qui se tient. Et puis la troisième raison, c'est qu'elle a quand même un niveau scolaire qui n'est pas trop mauvais. Et en fait, je découvre, moi, que finalement, c'est pas du tout comme ça que j'ai été éduqué, élevé. On crée de l'élite, en fait, en France. On a une forme très élitiste dans l'apprentissage et dans l'école. Et là, tout d'un coup, c'est de se dire, punaise, quand même, si j'étais né aux États-Unis ou peut-être en Nouvelle-Zélande ou en Angleterre, je serais peut-être photographe depuis l'âge de 17 ans parce qu'en fait, on aurait découvert que c'était ça, ma compétence. Donc, c'est un choc, et je me dis, bon, ben voilà, c'est peut-être temps maintenant. Qu'est-ce que t'attends, quoi? Et là, je m'éclate. Je prends des photos et je m'éclate. Et les gens me disent, waouh, elles sont vachement belles. Et donc voilà, ça commence comme ça. C'est très en colère du mode d'éducation, en fait. Et très en colère parce que j'avais une forme d'aveuglement, je me rendais pas compte ce que c'était que le monde et des conséquences que ma vie pouvait avoir sur la vie des autres. Je me rends compte qu'en fait, moi, mon mode de vie, qui est quand même très confortable, voilà, je vis en France, j'ai une sécurité sociale, j'ai accès à plein de choses, en fait. Je peux voyager où je veux dans le monde. Et en fait, je rencontre des gens qui peuvent pas venir en France, qui peuvent pas venir vivre ou découvrir qui on est, qui nous ne rencontrent que par le voyage. Je me dis, ça pourrait être mes frères, ça pourrait être mes sœurs, ça pourrait être ma mère. J'aurais pu naître là. Et je vivrais comme eux, c'est-à-dire, il y a des moments pas de façon très, très facile. Enfin, c'est ce que moi je vois. Parce qu'en fait, les gens que je rencontre aussi dans ces pays-là, ce sont des gens qui sont super généreux, quoi. Et qu'un jour, pour le Nouvel An Khmer, en fait, on m'invite à venir dans une famille pour fêter le Nouvel An. Donc je suis à ce moment-là au Cambodge. Et c'est une jeune femme que j'ai rencontrée qui est au lycée français. J'arrive dans la campagne, dans une famille, il y a plein de gamins qui sont souriants et tout, qui jouent. Et les maisons sont toutes simples, c'est des maisons en bois, c'est tout simple. Et donc je suis avec un copain que j'ai rencontré pendant le voyage, qui vient avec nous aussi, voilà. Et donc on est avec elle, le copain et moi, et on nous amène le plat. Et on découvre qu'en fait, on est les premiers à manger. Et que eux, qui sont 10 dans la famille, là, derrière, ils vont manger ce que nous, on va laisser. Et là, tu te dis, attends, c'est quoi cette façon d'accueillir, quoi? Pourquoi est-ce que je vis ça, en fait? Voilà. Et en fait, je me rends compte que je vis ça parce qu'il faut que je comprenne que le monde, c'est pas que moi, que nous, que là où on vit, quoi. Et que c'est quoi, en fait, être un être humain sur cette planète, quoi. Et quelle responsabilité on a les uns par rapport aux autres. Et en fait, ça, je me suis jamais posé la question.
Et cette forme de philosophie-là, elle va finalement m'aider. Alors, elle va me faire souffrir au départ, parce que c'est dur d'y penser. Et puis après, elle va me donner une force incroyable. Celle de me dire, finalement, la vie que tu as, c'est la vie que tu décides d'avoir. Et là, tu as choisi d'aller les rencontrer. Et tu as bien fait. Parce que cette rencontre, elle va m'ouvrir la porte à être qui je suis. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire dans la vie. Alors c'est marrant parce que là, j'ai l'émotion, mais elle est joyeuse. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis plus en colère. Parce que j'ai compris en fait que dans ce qui pourrait me mettre en colère, il y a des choses que je ne maîtrise pas, enfin, qui ne m'appartiennent plus. Alors que ce que je suis aujourd'hui, ça m'appartient complètement. Et que ce que j'ai décidé de faire maintenant, même si c'est dur, même si tu dois passer par des étapes qui effectivement ne sont pas très sympas, c'est se dire que tu as eu raison de le faire. Et que je suis là où je suis aujourd'hui à ma place, grâce à cette colère. Et du coup, j'en veux plus à personne. Chacun sera responsable de ce qu'il fera de sa vie et des choix qu'il aura fait et de ce qu'il en pensera. Et moi, je me dis que naître sur cette terre et vivre ce que j'ai vécu, c'est de toute façon, à un moment donné, être capable de se regarder en face et être capable d'aller chercher réellement en soi ce qu'on peut apporter au monde. Parce que le monde, il m'a donné 1 an de bonheur, de voyage, de rencontres, de moments où c'était moi qui décidais, de toute façon, tous les matins, de savoir ce que j'allais faire ou pas. Et je fais la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je me réveille le matin, maintenant, c'est moi qui décide de ce que je vais faire. Et donc j'ai mis 10 ans après, avant d'arriver à construire ça. Donc je pars 1 an, je souffre 10 ans, et derrière, je crée. Et c'est la création, en fait. C'est le fait d'avoir observé, d'avoir fait ces photos, d'avoir rencontré ces gens-là qui font qu'à un moment donné, je me suis autorisé le fait de me dire que bah voilà, je vivais pour ça. Et après il y a la peinture qui vient s'inscrire dans le schéma parce qu'il y a tout ce mouvement qui s'est produit, qu'il va falloir exprimer, et qui s'exprime dans la photo aussi, mais qui s'exprime après dans la peinture, parce que pour moi, ça vient révéler autre chose, quoi. Rémi, c'est un enfant qui est malentendant. Il compense avec la vue. Et donc, il grandit et puis il part à Paris pour faire une école de réalisateur de cinéma. C'est un mec qui est pas très bien dans sa vie, qui est pas très bien dans sa peau, qui fait beaucoup la fête, je pense. En fait, ça se passe pas comme il pensait. Il n'arrive pas à vivre de ça. Et donc, il revient du côté de Nantes, mais son état s'arrange pas, en fait. Enfin, voilà, le fait de ne pas avoir pu faire du cinéma, il le vit pas bien du tout. Et au fur et à mesure des années, voilà, ça se dégrade. Et donc moi, quand je fais mon tour du monde en 2012-2013, il va une première fois à l'hôpital et on lui sauve la vie. Et en fait, je crois qu'on lui a vraiment pas sauvé la vie. Parce que je crois qu'il avait décidé de toute façon que voilà, il n'avait pas envie de vivre plus que ça et qu'il va vivre 5 ans de plus, quoi. Pour moi, ça va être très très difficile parce que je le vois. Déjà, je rentre, il s'est beaucoup dégradé au niveau physique. Et puis, au fur et à mesure des années, de toute façon, lui, il sent bien qu'il ne va pas s'en sortir et qu'en plus, il souffre, quoi. Et Rémi, en fait, pendant ces 5 ans-là, quand même, il dessine. Il fait des choses que moi, j'aime bien, enfin, que c'est des personnages, en fait. Il dessine des gens et il dessine un homme debout. Et pour moi, c'est l'homme debout, Rémi. C'est le mec qui s'est accroché et qui a vécu, en fait, une vie difficile, mais il adore ce que je fais, en fait. Il me suit pendant mon tour du monde, il aime mes photos. Et quand je rentre, il me dit qu'il faudrait qu'on fasse une exposition ensemble. Quand il meurt, je décide, en fait, que ce qu'il a voulu faire passer en tant qu'artiste, il faut que moi, je le fasse pour lui. Et donc,
Bah, son homme debout, en fait, ça va devenir, moi, ma femme debout. C'est-à-dire que c'est là qu'à un moment donné, je décide de peindre, parce que je sais que dans la peinture, je vais aller récupérer quelque chose de lui. Donc, quand je suis arrivé ici, en Ardèche, je suis allé voir un art thérapeute. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à débloquer ça. J'arrivais pas à peindre, en fait. Je me sentais pas légitime, je me sentais pas artiste complètement à ce moment-là. Je vais voir cet art thérapeute. Au bout de la 5e séance, je vais acheter un chevalet, je vais acheter de la peinture, je vais acheter du papier. J'ai pas envie de peindre sur de la toile, donc je peins sur du papier. Je me dis, cette première expo, il faut que je parle de lui, c'est pour lui. Voilà. Et je la commence avec son dessin de l'homme debout, que j'ai gardé. Et je la commence avec ça, et je crée le mouvement en fait, de tout ce que cette vie m'a offert, en pensant à Rémi. Et en me disant, là, je vais peindre le mouvement de ma vie, de mes voyages, des gens que j'ai rencontrés, de mon enfance aussi, tu vois. Mais toute la peinture que je fais, que je crée, en fait, c'est la peinture de ce mouvement-là, de ce mouvement que lui m'a donné aussi envie de mettre en place. Et donc, je dédie cette exposition à Rémi, et à un moment donné, les deux derniers triptyques, c'est ma rencontre avec lui. Je le retrouve à ce moment-là. Il est là dans ce que je peins. C'est-à-dire que même physiquement, enfin, je peins nos personnages qui se retrouvent. C'est comme si on faisait chacun un pas, tu vois. Moi, je me rehausse, et lui, il redescend un peu. Et là, on partage ce moment-là. Et dans cette exposition, en fait, c'est fou parce que je le sens là. Il est là avec moi, on accueille les gens, enfin, il partage ce moment-là avec moi. Et c'est là que je me dis que je suis peintre. Grâce à l'expression que j'ai eue à ce moment-là, parce que c'est ça l'art en fait, hein, c'est une expression, c'est créer quelque chose qui t'appartient et pouvoir le communiquer aux gens qui ont envie de te rencontrer, justement. C'est là que je me rends compte que cet art-là, de la peinture, c'était le seul qui pouvait convenir à ce que j'avais à exprimer à ce moment-là. Parce qu'il dessinait, parce que moi du coup je peins, parce que la photo ne suffisait pas. Et ce mec en fait, il m'autorise, il me permet aujourd'hui de faire ce que je fais, parce que dans ce qu'il a été, dans ce qu'il a représenté, c'est le seul à m'avoir dit oui en fait. C'est le seul qui m'a dit ouais, on peut échanger, on peut faire de l'art ensemble, on peut. C'est pas, non, photographe c'est pas un métier, c'est artiste, c'est une vie, c'est même pas un métier, c'est une vie, c'est une expression. Et à partir du moment où on se l'autorise et où on a trouvé comment pouvoir se l'autoriser, parce qu'il faut pouvoir se l'autoriser en fait. On s'autorise à être ce qu'on est, mais c'est en allant chercher à travers le regard de l'autre aussi qu'on le trouve. Voilà, j'ai envie de lui dire merci à ce moment-là. Enfin, cette peinture, elle vient de me faire exister, quoi. Voilà. Et c'est là qu'à partir de là, je me dis, je vais continuer. Je vais continuer, j'ai quelque chose à dire. Quand je suis rentré de ce tour du monde, je suis parti en Irlande et je vais faire des photos de reflets qui vont ressembler à de la peinture. Et en fait, mes peintures, elles s'inspirent aussi de ce que j'ai fait comme travail à ce moment-là, quoi. Et là, Rémi, il est là encore en 2013. Et en fait, tout ce travail me revient après sa mort. Mais parce qu'il a laissé quelque chose, c'est son héritage en fait. Et que cet héritage-là, je l'ai en moi maintenant. Tu es ce chemin, tu es ma vérité, ma liberté. La porte s'ouvre, elle dit de toi. Un homme d'art, de cinéma, un homme d'histoire, ton histoire. Un homme debout, mon frère. Je t'ai entendu, tu m'as entendu, tu m'as transmis ton regard, ton art. Je suis une femme debout. Je ne les connais pas par cœur, mes poèmes. C'est marrant parce que ce sont des choses qui me viennent comme ça d'un coup. Et la peinture m'inspire aussi l'écriture. Il y a des poèmes qui s'écrivent avec des photos. C'est rarement sans rien. Enfin, forcément, l'écriture, c'est quelque chose qui s'inspire ou des gens, ou de moments de vie, ou
J'écris depuis très très longtemps aussi, en fait. J'écrivais comme ça pour peut-être évacuer en partie ce que j'avais à exprimer, alors que là, c'est très conscient maintenant. Après le tour du monde, après quelques années de moments difficiles quand même, entre la perte de mon frère, les rencontres de ma vie qui sont pas terribles, enfin voilà, c'est le boulot qui m'intéresse plus. Je me dis, ben voilà, c'est le moment, ça fait 10 ans que tu rumines tout ça, il va falloir faire quelque chose là. Et donc je découvre en fait les oasis. Et donc tout ce qui est aussi l'habitat collectif, hein, toi, la permaculture, enfin, des choses qui rapprochent les gens. Je décide de faire une formation sur les écolieux en fait. Voilà. Et dans cette formation, il y a 3 écolieux que tu dois choisir pour venir voir un peu ce qui se passe. Et du coup, j'en découvre un là en Ardèche, qui est pas loin. Et donc je viens voir et ça m'attire vachement, quoi. Et donc j'arrive en Ardèche, puis finalement ça marche pas bien là-bas. Enfin, on n'est pas en phase. Enfin, il y a des choses qui me conviennent pas. Donc on a trouvé la maison là déjà. Il y a du jardin, il y a du potager à faire, donc ça tombe bien. Et puis je rencontre d'autres gens en fait, avec qui effectivement je crée aussi du lien. Et donc je me mets à peindre. Et donc je fais mes premières expos. J'expose mes photos, j'expose mes peintures, je fais un peu un mélange de tout. Tout s'aligne. C'est-à-dire que j'arrive à l'endroit qui est l'endroit de ma vie en fait, où je vais pouvoir exprimer enfin tout ce que j'ai à exprimer depuis tout ce temps-là, et où tout s'apaise. Que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie avec l'extérieur. J'ai juste ce qu'il me faut pour vivre. Et l'Ardèche, c'est ça pour moi. Alors je travaille plus entre guillemets, parce que j'ai plus un métier, je ne vais plus travailler dans la formation professionnelle. Et c'est compliqué de vivre de son art, ça c'est sûr. Mais j'ai une activité pleine et consciente, et elle me nourrit. Et qu'on ne peut pas la faire comme ça n'importe comment tout le temps. Et du coup, je fais aussi le potager, parce que le potager, c'est de toute façon aussi ma nourriture physique, et que le temps que je passe à faire le potager, je réfléchis à la façon dont je vais pouvoir peindre, écrire, photographier, et puis je photographie mon potager, et puis là je vais peindre mon potager. Et ces nourritures-là sont des nourritures de vie, qui me remplissent en fait, enfin, qui me font exister, qui me font respirer tous les jours. Alors en fait, moi j'ai 2 casquettes, hein, 3 même, puisque j'écris des poèmes, voilà. Donc j'ai fait un petit recueil que moi j'ai, donc on peut très bien, si on en a envie, me demander s'il est disponible. Pour mes peintures, je cherche des lieux, hein, donc je vais exposer normalement à Boré cet été au mois d'août, et puis je vais exposer aussi, alors là ce sera plutôt des photos, mais je vais faire Blue Art au mois de septembre à Thueil. Voilà, et puis ici on vient de créer une association qui s'appelle Pradart, et on va aussi proposer des choses. Alors après, j'ai un site internet, voilà, donc avec mon nom d'artiste qui s'appelle Chris Kell, photographe et peintre. Et du coup là on peut voir aussi ce que je fais. J'ai un lien pour vendre mes œuvres par internet. Et puis je propose aux gens de venir les photographier en famille ou avec leurs animaux domestiques, voilà. Et donc c'est une séance que je propose sur 2 heures. Avec à la fin la possibilité d'avoir une quinzaine de photos que les gens pourront faire développer eux-mêmes. Voilà. Donc je me balade sur l'Ardèche. Je travaille beaucoup le noir et blanc, moi j'aime le portrait. J'adore aller chercher juste l'expression de l'autre au moment où il est le plus lui-même en fait. Là je suis en train de travailler sur l'histoire du temps dans le potager. C'est-à-dire qu'il y a la notion du temps des objets et la notion du temps de la plante elle-même. Et la patience que ça demande en fait de cultiver son jardin.
et de cultiver son jardin poétique et philosophique aussi. C'est comment est-ce qu'à l'intérieur du potager, moi je trouve toute la matière, j'adore la terre. Je trouve que la terre c'est quelque chose de riche et que justement quand on parle de la terre, de la forêt, de cet humus qui vient donner l'énergie nécessaire pour que la plante puisse grandir. Voilà. Moi je me dis on est né sur cette terre et on appartient à cette terre et c'est pas la terre qui nous appartient d'ailleurs, on appartient à cette terre. Et là quand je vois cette petite graine là, quand je vois la petite graine de tomate qui tout d'un coup pousse, grandit et vient donner tous les fruits qu'elle a donnés, je me dis que moi ma peinture, mes photos, c'est aussi ma nourriture et c'est ce que j'offre en fait de cette nature. Naturellement, je vais dire l'amour. Deuxième mot, l'amour. Troisième mot, l'amour. Enfin, je crois qu'il n'y a que l'amour qui permet à un moment donné de vivre. Et que j'en suis pleine de cet amour. Parce qu'on me l'a offert. Et qu'on me l'offre encore. Et que derrière tout ça, il y a une existence simple. C'est parce qu'on m'a donné de l'amour qu'en fait j'ai réussi à faire ce que j'ai fait. Et c'est cette confiance en fait, cette façon de se dire finalement je m'aime comme je suis. Et je m'aime comme je suis parce qu'on me donne cet amour-là. Quand à un moment donné j'en ai manqué ou que j'ai pas su aller le chercher ou que je m'en suis pas offert, là j'ai été en colère et là j'étais pas heureuse en fait. Et quand je vois le monde aujourd'hui, et que je pense justement à ce qui se passe, j'ai juste envie d'envoyer de l'amour parce que je pense que c'est la seule chose qui peut nous sauver, quoi. Je suis fière. Je suis fière et justement, je pense à cet enfant que j'ai été. Et quand j'ai voulu faire mon tour du monde, en fait, j'ai une amie qui était coach et c'était compliqué parce que je partais seule, que ma famille s'inquiétait, que mes amis s'inquiétaient, et que je suis allée la voir en lui disant écoute, est-ce que tu peux m'aider à trouver les mots ou à trouver l'explication qui fait que moi j'ai pas peur de partir. Et elle me dit si tu devais revoir cet enfant que tu as été, tu aimerais qu'elle soit fière de quoi? Et en fait, je crois que je suis fière d'avoir fait ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Cette gamine, est-ce qu'elle aurait imaginé finalement que tu fasses ce tour du monde, que tu arrives en Ardèche et que tu sois peintre, ou photographe, ou en tout cas artiste. J'ai réussi à atteindre quelque chose dont je suis fière, qui me rend beaucoup plus douce, beaucoup plus tendre, parce que j'ai atteint l'objectif de la photographie, de la peinture, le développement, l'ouverture, la lumière, le déclenchement, enfin tous ces mots-là qui viennent te dire que, en fait, oui, tu es photographe, mais tu es aussi un être humain, pleine de sensibilité, la sensibilité dans la photo aussi. Enfin voilà, tous ces mots en fait que tu utilises quand tu développes et que tu as une prise de vue. Et moi, ma prise de vue aujourd'hui, elle est complètement en adéquation avec la personne que j'ai rêvé d'être. Et je suis très fier de cet être. Nelson Mandela, j'ai découvert quand je suis allée en Afrique du Sud. J'en avais déjà entendu parler de l'apartheid, du fait que justement il avait été emprisonné, que pendant tout ce temps-là, il avait essayé effectivement de faire en sorte que l'apartheid disparaisse, et puis qui est devenu président de la République d'Afrique du Sud en sortant de prison. C'est un mec qui finit par dire la paix a plus de force que la colère. Je trouve qu'il a quelque chose un peu comme Gandhi, enfin, voilà, ce sont des gens qui me font du bien, parce que dans ce côté pacifiste, en fait, il y a le regard sur l'autre et il y a la vie avec l'autre, et il y a cette envie de partager cette vie et ce monde. Et waouh, ils sont forts les mecs là. Et j'espère, enfin, j'ai envie de tendre vers ça,
en sachant très bien que voilà, mon engagement il n'est pas non plus suffisant aujourd'hui par rapport à ça, mais je continue à passer les étapes. Voilà, j'ai déjà réussi à trouver l'équilibre. Peut-être que la prochaine étape, c'est de venir aussi parler aux gens, ou accompagner en tout cas sur des projets qui amènent la paix. Voilà. Et pourquoi pas. Merci beaucoup. Parce que tu fais partie de ces gens qui apportent du bonheur à la vie et qui permettent de mettre en évidence la beauté du monde à travers nous. Et je crois qu'on est de toute façon aussi, comme le reste du monde et de la vie sur Terre, on est aussi ces transporteurs de bonheur et ces transporteurs d'amour. Et toi, t'en fais partie. Et ce que tu es en train de faire là avec tes Lumignons, c'est juste beau, quoi. Merci. Bon, maintenant, on se marre, hein. Là, il manque du rire, un peu. Enfin, toi, mais ça, tu pourras peut-être le rajouter. Non, ça manque un peu de rire. Non, parce que je suis quand même quelqu'un de drôle, qui aime rire, qui aime la vie et qui aime, voilà, déconner avec les gens. Je trouve que la vie, elle est tellement pétillante, elle est tellement belle. Je ris beaucoup, en fait, dans la journée. On rit beaucoup aussi avec Val. On a beaucoup de moments comme ça, d'échanges où on rigole. Et je trouve que rire, ça fait un bien fou, quoi. Ça fait un bien fou. Donc j'ai envie de rire avec vous aussi. Voilà. Salut Bénédicte, à bientôt. Merci beaucoup. Salut. Mon grand-père, quand je suis petite, il a dû comprendre déjà très vite que je suis un petit gars manqué. Alors il ne m'appelle pas par mon prénom, il m'appelle Christopher. Et un jour, alors que lui, il sait qu'il va mourir, qu'il a un cancer, on va s'asseoir un soir à la tombée de la nuit dans son potager, dans son verger. Et là, il me dit « Christopher, je voudrais t'offrir quelque chose. Je voudrais que tu choisisses une étoile. » Moi, je connais que la grande ours, en fait, à ce moment-là. Donc je regarde la grande ours et je me dis, il faut que je trouve une étoile autour de la grande ours. Et elle me dit, surtout t'en choisis une qui brille pas trop. Hein? Elle me dit oui. Parce que plus tu vas vieillir, plus elle va se mettre à briller. Parce qu'une étoile, après, elle brille de plus en plus. Et il me dit, mais tu sais, hein, même quand elle meurt, une étoile, elle brille encore. Alors j'ai choisi mon étoile. Et depuis, régulièrement, quand j'ai un petit coup de blues ou même quand j'ai envie d'aller chercher de l'énergie ou quoi que ce soit, je regarde cette étoile et je pense à mon grand-père.